Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ce nouvel épisode de Comment choisir sa certification d'infoformation. Nous avons le plaisir d'être accueillis aujourd'hui par APAV Certification qui va nous présenter son label qui a été reconnu par le CNEFOP. Suivez-moi, nous allons à la rencontre de Benoît. Aujourd'hui, on rencontre Benoît par rapport à la formation et au label que APAV Certification a dans ce domaine. Est-ce que tu pourrais nous en parler en quelques mots de ce label? Est-ce qu'il porte un petit nom particulier? Il s'appelle tout simplement le label Qualité des actions de formation, CAF chez nous. Et donc effectivement, il s'adresse spécifiquement aux besoins des organismes de formation qui ont besoin de prouver leur conformité, notamment pour le Datadoc. Il est accessible sur le site internet? Alors il est disponible sur le site du CNEFOP d'ailleurs, mais également sur le site d'APAV Certification. D'accord, on mettra les coordonnées en bas de la vidéo pour ceux que ça intéresse. Alors pourquoi un organisme de formation devrait plutôt partir sur la labellisation APAV Certification plutôt que partir sur la partie Datadoc? Nous on pense vraiment qu'il y a possibilité de faire de cette contrainte réglementaire, le Datadoc, le référencement par tous les autres cas, une opportunité d'amélioration. Donc c'est vraiment ce qu'on a voulu mettre en œuvre, c'est pour ça qu'on a rajouté quelques points dans notre référentiel. C'est pour que l'organisme puisse mieux tirer des conclusions des enquêtes de satisfaction qui sont faites, faire le bilan au moins une fois par an pour s'améliorer. Voilà. Et on pense que c'est vraiment quelque chose de clé pour améliorer l'organisation de la structure. Puis aussi, il faut penser à tous les organismes qui ne font pas financer leur formation par des organismes paritaires. Et donc à ce moment-là, ils vont pouvoir répondre à des appels d'offres en mettant en avant leur labellisation APAV. Et ça, c'est quelque chose vraiment d'intéressant. Benoît, j'ai avec moi le fameux référentiel. Donc c'est un référentiel déjà qui est plutôt agréable à lire et qui n'est pas trop long à lire, 14 pages. Est-ce que tu pourrais nous évoquer un petit peu comment il a été construit, l'architecture de ce référentiel? Alors il y a une première partie introductive qui rappelle la réglementation applicable, etc. Et après on rentre vraiment dans le cœur de la labellisation, donc avec les 6 critères du décret qualité, auxquels on a voulu rajouter un chapitre avant, un chapitre après. Le premier chapitre avant, c'est la gouvernance. C'est un peu ce qui manque dans la réglementation, c'est qu'elle vous demande de faire plein de choses, mais de ne pas forcément en tirer des conclusions. Donc c'est des choses qu'on a voulu rajouter pour que l'organisme de formation puisse vraiment en tirer une valeur ajoutée. Là, c'est la notion d'orientation. Oui, le leadership, que le dirigeant de l'organisme de formation puisse dire dans quelle direction il veut mener sa barque. D'accord. Et le dernier critère qu'on a rajouté, c'est le dernier, le 8e, donc qui concerne l'amélioration continue. Comment tirer parti des audits internes qu'on peut réaliser, des enquêtes de satisfaction pour améliorer son offre, être plus compétitif. Voilà. Est-ce que tous les organismes de formation peuvent accéder à cette labellisation? Oui, tout à fait. On a fait le choix d'un label qui s'adresse vraiment à tous les organismes de formation. Donc peu importe la taille de la structure, peu importe son type d'activité, qu'elle fasse de la formation classique, en présentiel, en intra, en inter, de la formation sur mesure également, c'est tout à fait possible, ou même de la formation à distance, etc. Donc tous les types d'organismes sont les bienvenus, qu'ils soient monosite, multisite. C'est vraiment un référentiel souple. Si j'ai pas fait de formation l'année passée, est-ce que je peux malgré tout candidater au label? Alors, on a besoin d'auditer des dossiers, d'avoir des traçabilités, etc. Donc on va vous demander d'avoir au moins organisé 2 formations sur lesquelles on va pouvoir revenir pour voir comment elles ont été déroulées. Si un organisme de formation est intéressé pour être labellisé par APAV Certification, alors quelles sont les démarches qu'il doit entreprendre? Alors, la première étape sera de demander un devis, une proposition commerciale, via le site d'APAV Certification par exemple. Une fois que vous avez fait cette demande, vous allez recevoir notre proposition dans les 48 heures environ. Si vous l'acceptez, à ce moment-là, on va rentrer dans l'étape de planification de la mission, qui sera planifiée dans les 15 jours environ, donc suivant vos disponibilités et les disponibilités d'un auditeur proche de vous géographiquement. Un audit, ça commence dès la transmission peut-être d'un plan d'audit pour savoir ce qu'il y a à faire? Oui, tout à fait. Avant que l'auditeur ne vienne chez vous, il vous aura appelé et il va commencer à rédiger un plan d'audit. Donc ce plan d'audit, c'est vraiment le déroulé de la journée. Donc le déroulé type, on va commencer par une réunion d'ouverture où on va
L'auditeur va se présenter, bien sûr, reboucler sur les objectifs de la journée, donc voilà, balayer le label, enfin le référentiel du label. Ensuite, il va détailler qui il va rencontrer, de quelle heure à quelle heure, pour voir quoi. Et donc ça, c'est vraiment une étape importante parce que l'auditeur va du coup s'adapter à votre organisation pour créer un plan d'audit qui soit vraiment personnalisé. Et à la fin de la journée, ça sera donc la fameuse réunion de clôture, lors de laquelle il va vous présenter les différents constats et les éventuelles non-conformités. Et ce plan d'audit, il me le transmet 2 jours avant, 15 jours avant, il y a un délai recommandé? Non, vous allez au moins l'avoir une semaine avant. Et c'est fait uniquement dans son coin ou il y aura un échange entre sa vision et les personnes qu'il veut rencontrer, ou un organisme pourra dire les personnes les plus aptes à répondre à ces questions, ça sera telle ou telle personne, le créneau horaire que vous avez prévu là, il n'est pas forcément adapté. Ça sera quelque chose de co-construit? Oui, tout à fait, c'est vraiment co-construit. C'est l'auditeur et le responsable de l'organisme de formation qui vont établir cette trame de plan ensemble. Donc l'audit est sur site ou hors site? Alors nous, on a fait le choix d'avoir un audit sur site. On pense que c'est intéressant pour l'organisme de formation d'avoir un auditeur qui se déplace chez lui. C'est plus simple pour argumenter sur tel ou tel point du référentiel pour qu'on comprenne mieux la façon dont il a pris en compte les exigences de la certification. Et il va regarder, il va tirer au sort des dossiers. Comment ça se passe concrètement? Alors on va commencer par regarder les points plutôt généraux du référentiel et ensuite effectivement il y aura une partie d'examen de traçabilité. Donc on va dérouler peut-être 1, 2 ou 3 formations et vérifier comment elles ont été programmées, la présence des stagiaires, les feuilles d'émargement, ce genre de choses, les questionnaires d'évaluation bien sûr. L'audit se déroule sur combien de temps? Alors la durée va être variable selon la taille des organismes de formation, mais pour un organisme de moins de 10 personnes, on va être sur une journée d'audit sur site. À la fin de la journée, je sais s'il y a des choses qui vont ou qui ne vont pas? Oui, tout à fait. L'auditeur aura catégorisé tous ces constats. Il aura éventuellement identifié des non-conformités qui vont être mineures, non bloquantes ou majeures, bloquantes pour l'obtention du label. Et quand tu dis bloquante, c'est j'ai une non-conformité à la fin de ma journée qui est majeure, et je peux pleurer dans mon coin et me dire ça y est, j'ai tout fini, tout est loupé, mon Dieu, tous ces efforts pour rien. Pas du tout. On va continuer à travailler avec vous jusqu'à ce que vous obteniez la labellisation. Vous allez répondre à cette non-conformité, nous proposer des mesures que vous allez mettre en œuvre. Vous allez avoir 3 mois, classiquement, pour résoudre ces non-conformités. Nous apporter des preuves que vous avez mis en œuvre vos actions et à ce moment-là, on pourra vous labelliser. Imaginons, tout s'est bien passé, j'ai très bien travaillé, l'auditeur n'a rien trouvé à redire lors de sa journée, j'ai pas de non-conformité. Mon certificat, je l'aurai combien de temps après? Alors juste après l'audit, l'auditeur va rédiger son rapport déjà, donc dans lequel il va lister tous les constats qu'il a pu observer. Il va le transmettre à quelqu'un d'autre qui va le relire, qui va vérifier que tout a bien été pris en compte. Et à ce moment-là, le certificat sera émis et ça va prendre une semaine maximum. Une fois que j'ai reçu mon label, il est valable combien de temps? Le certificat qu'on va émettre sera pour 3 ans avec une obligation de respecter des audits de suivi annuels. Non. Chaque année, on revient me voir ou... Oui, tout à fait. On revient sur site tous les ans. Alors, les audits de suivi seront plus courts. Ça va être simplement une demi-journée. Mais voilà, on veut s'assurer que vous continuez à maintenir votre démarche d'amélioration. Combien coûte cette labellisation? Donc, on va être à moins de 2 500 € pour les 3 ans de labellisation. Les personnes qui vont venir me rencontrer pour ce label, ils ont quel profil? Alors déjà, c'est des auditeurs, donc ils connaissent les techniques d'audit, voilà, ils savent un peu les règles de déontologie. Donc c'est des gens qui sont renfrognés, froids et qui sourient jamais? C'est des communicants, au contraire. Ils veulent vous faire parler, parce qu'ils ont besoin de savoir ce que vous avez dans la tête, comment vous avez appréhendé les exigences de la réglementation, du référentiel. Donc ils ont besoin de vous faire parler. Ils ont besoin aussi de voir des documents, bien sûr, des preuves matérielles de ce que vous faites, mais la première des choses, c'est évidemment le dialogue. Donc ça, c'est la première des choses, ils savent auditer. La deuxième, c'est qu'ils connaissent le métier de la formation. Soit ils sont formateurs, soit ils font de l'ingénierie pédagogique aussi.
On a beaucoup d'auditeurs qui sont sur ce profil-là et donc ils connaissent les problématiques des organismes de formation et de la relation avec les financeurs, avec les DRH qui vont commander des formations, etc. Donc ils savent vraiment les problématiques qui se présentent au quotidien pour un organisme de formation. Alors ça me fait me poser une question. C'est des personnes qui sont formateurs, qui connaissent l'ingénierie, donc c'est très bien, ils ont une expertise, mais ça veut dire qu'ils ont accès à tous mes documents. Et qu'est-ce qui me garantit que mes documents, derrière, je ne vais pas les retrouver dans la nature? Déjà, ils signent des clauses de confidentialité, bien sûr, et on fait évidemment attention à ce que ce ne soit pas un auditeur qui ait des conflits d'intérêts vis-à-vis de votre organisation. Ce ne sera pas un auditeur exactement du secteur sur lequel vous êtes, bien sûr. Donc Benoît, ce label existe depuis 2016. Tout à fait. Donc maintenant, vous avez quand même un retour d'expérience important. Il y a combien de labellisés à ce jour? On est à une trentaine de labellisés. Une trentaine? Avec des dossiers qui sont en cours également, évidemment. Toute taille? Oui, toute taille. Alors on a quand même, comme le marché d'ailleurs, un petit focus particulier sur les petits organismes de formation de moins de 10 personnes. Mais on a quand même des gros organismes également. Qu'est-ce qui pose le plus de problèmes à ces organismes qui ont eu cette labellisation? On a parfois évidemment des non-conformités, parfois documentaires par exemple sur la procédure de traitement des réclamations. Par contre, on a parfois des choses un peu plus embêtantes, c'est sur les modalités d'évaluation, d'acquisition de savoir pendant la formation, où parfois on a des modalités d'évaluation qui ne sont pas très adaptées au type de savoir qui est délivré. Le cas typique, c'est des formations plutôt comportementales qui vont être évaluées par des quiz, alors qu'une mise en situation serait beaucoup plus pertinente. Voilà. Sur les 30 organismes qui ont eu cette labellisation, quel est leur ressenti, leur retour d'expérience sur ce que ça a pu leur apporter? Ils sont plutôt satisfaits déjà, c'est le premier point qu'on peut retenir. Ils sont contents d'avoir eu un auditeur qui se déplace dans leur structure, auquel ils peuvent expliquer facilement leur démarche. Ils sont plutôt satisfaits du référentiel qui est pratico-pratique. On a rajouté quelques petites choses bien sûr, mais on n'a pas été monter des usines à gaz. On a voulu rester dans du simple et du concret, dans quelque chose qui s'adresse vraiment à l'organisme de formation. Et les organismes, ça a amélioré leur organisation? Ils ont déjà senti quelque chose avec quasiment moins d'1 an de labellisation? Ce qui se passe, c'est souvent même avant la labellisation, où pour se mettre en conformité aux critères du décret, mais aussi au référentiel, ils vont mettre en œuvre un groupe projet dans lesquels ils vont essayer de répartir un petit peu les tâches pour améliorer la gouvernance, prévoir cette réunion bilan, préparer un peu mieux les questionnaires d'évaluation, de satisfaction, améliorer peut-être certains points du catalogue. Et donc dans la construction des pièces, là il y a souvent déjà une démarche d'amélioration qui est constatée par les entreprises. Est-ce qu'il y a eu un impact aussi sur la qualité des prestations, sur l'évaluation des acquis? Est-ce qu'ils ont déjà pu ressentir que les formations étaient meilleures? Alors pour l'instant, on n'a pas de retour là-dessus, mais l'année prochaine, je vous donne rendez-vous si vous le souhaitez et on pourra faire le bilan. Avec plaisir. Dans ce référentiel, il y a des éléments qui sont traités. On parle notamment de livrets d'accueil, qui sont une chose qui est ressortie aussi dans les indicateurs des différents financeurs par rapport au Datadoc. Qu'est-ce qu'on entend par ce livret d'accueil? Alors, le livret d'accueil, ça va vraiment être les modalités techniques, pratiques de la formation. En pratique, si ce n'est pas un livret papier qui est remis, ça peut aussi être quelques slides au début d'un diaporama qui va expliquer comment va se dérouler la formation, comment vont être prises les pauses, à quel moment, les horaires, voilà, reboucler un petit peu tout ça. C'est quelque part pour évacuer tous les problèmes d'intendance qui pourraient gâcher la formation avec un stagiaire qui doit prendre un train ou je ne sais quoi. Les organismes se posent souvent une question, on parle de catalogue de formation, Datadoc en parle, les certifications ou labellisations en parlent. Est-ce que c'est une obligation d'avoir un catalogue de formation pour APAV certification? Alors, le catalogue matérialisé en tant que tel, pour nous, non. Ce qui va compter, c'est que pour chacune des formations qui est dispensée, que tous les éléments qu'on attend du catalogue de formation soient disponibles. Donc la durée de la formation, les objectifs pédagogiques, les modalités, la tarification, etc. C'est ça qui va être important pour nous.
c'est pas la matérialisation sous forme d'un catalogue papier. Si c'est sur un site internet, si c'est dans un appel d'offres parce que c'est une formation sur mesure, il n'y a aucun souci, nous ça répond aux attentes. Est-ce que les organismes qui vont candidater seront obligés de décrire et d'écrire des procédures spécifiques, par exemple comment ils font leurs entretiens pour recruter des formateurs, comment ils font leur évaluation des acquis? Est-ce que ça va être des choses qui vont être obligatoirement écrites et demandées par l'auditeur? Alors, il va forcément y avoir besoin de documents. Maintenant, ce n'est pas forcément la procédure hyper détaillée qui dit que telle personne va faire telle étape à tel moment, mais au moins le formulaire d'évaluation, au moins les critères pour le recrutement du formateur, au moins les critères d'évaluation pour maintenir le formateur à son poste, etc. Mais on ne va pas forcément être sur la procédure détaillée de 15 pages. On est vraiment sur le formulaire qui contient les informations utiles, sous forme de checklist ou de choses comme ça. On ne demande pas à l'organisme d'avoir un formalisme excessif. Le dernier chapitre, donc, qui est sur l'amélioration, on évoque une notion de reboucler la qualité, en tout cas d'essayer de faire de l'amélioration. Ça passe par quels éléments? Qu'est-ce que devra mettre en place un organisme de formation? Alors, ce sera au minimum une réunion annuelle organisée par le dirigeant et rassemble un petit peu les formateurs, si ce sont des formateurs salariés, les différentes personnes, les ingénieurs pédagogiques, les personnes du secrétariat qui gèrent les formations, etc. pour faire le point sur l'activité et pour se projeter sur l'avenir. Et c'est là vraiment qu'on va faire le bilan sur ce qui s'est passé, sur les réclamations qui ont pu se présenter, sur les stages les moins bien notés peut-être aussi, les stages les mieux notés, pour savoir sur lesquels on va devoir retravailler ou pas, et puis voilà, se projeter vraiment dans l'avenir. Les formateurs doivent être à la fois pédagogues et experts du sujet qu'ils traitent. Est-ce qu'il y a des éléments incontournables qui seront exigés dans le cadre de la labellisation? Est-ce que, par exemple, vous allez demander à ce que tous les formateurs externes aient une formation de formateur, par exemple? Non, on ne va pas exiger un formalisme absolu avec une attestation pour chacun des formateurs, mais on va demander au moins à la personne qui aura sélectionné ce formateur de s'être posé des questions sur la compétence aussi bien technique que pédagogique du formateur. Voilà, cette vidéo s'achève, j'espère que ça vous a plu. Nous avons eu la chance donc d'être accueillis par APAV Certification et Benoît, que nous tenions à remercier. N'oubliez pas que vous pouvez vous abonner sur notre chaîne YouTube et également retrouver toutes les informations sur notre site infoformation.fr ou nous contacter et nous poser des questions sur contact@infoformation.fr. Donc je vous dis à très bientôt et je vous souhaite de bonnes formations.